Bienvenue pour un nouveau numéro d'Objectif Monde, l'hebdo, une coproduction entre la RTS, la radio-télévision suisse, TV5 Monde et Genève Vision. Les Jeux Olympiques réservent toujours leur lot de jolies histoires. Ce fut le cas à Pékin où pour la première fois, l'équipe de ski d'Haïti a été représentée. Cette équipe, c'est le rêve un peu fou et magnifique aussi de Jean-Pierre Roy qui, il y a 10 ans, a décidé de s'inscrire au championnat du monde et de fonder la Fédération haïtienne de ski. Il raconte cette aventure à Robert Frozy pour le magazine Podium sur Radio-Canada. C'est plus qu'un rêve, c'est un truc inimaginable. D'avoir un skieur haïtien, ou même de représenter Haïti dans des Jeux Olympiques d'hiver. Déjà en Haïti, on n'a pas de neige. Vous savez ce qu'on a? On a le cœur, on a la foi. On est un pays fier. Alors effectivement, on nous détruit, on nous fait des trucs, mais on se relève. Et on grimpe les montagnes. C'est pour ça qu'on ira au JO à Pékin. Je vous sens ému. Ouais, je suis très ému. Je suis très ému parce que c'est tout un travail. Et je sens que ça va aboutir. Je me dis, qu'est-ce que je pouvais faire en 2010, après le tremblement de terre, pour vraiment qu'on aille l'Haïti. Et après, je me suis dit, le ski, j'aime ça, c'est une passion. Je skie pas trop mal, mais bon, voilà, quoi, j'ai pas le niveau. Et je me suis dit, pourquoi pas représenter Haïti au championnat du monde. Et ça, à partir du moment où j'ai eu cette idée, le chemin a commencé. Ça a été complètement dingue. Ça a été le début avec Garmisch-Partenkirchen. On avait sous la main, on avait Jean-Pierre. Bon, il avait 47 ans. C'était pas l'âge idéal pour commencer la compétition internationale. Mais on a fait ce pari-là. Et le 4 février, eh bien, Jean-Pierre était à la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de ski de Garmisch-Partenkirchen. Un grand moment. Oui, Garmisch, c'est incroyable. Vous ne pouvez pas imaginer. J'avais pas le niveau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu la combinaison, j'ai eu le blouson. Souvent, on m'appelle Jean-Pierre. Mais moi, le blouson, c'est Haïti, en fait. Les gens m'appelaient dans la rue Haïti. Du coup, ils m'ont appelé Rasta Piquette. Pourquoi? Parce qu'il y a Rasta Roquette, donc ça veut dire cool dans la luge. Moi, c'est les piquets. Donc c'est cool dans les piquets, du coup, Rasta Piquette. Ah, le Seven, c'était super, parce qu'en fait, j'y vais. Je dis, je suis l'Haïtien qui va représenter Haïti au slalom géant. Et là, tout de suite, dans ses yeux, j'ai vu un espèce d'éclair. C'est vraiment génial, quoi. Tout le monde rigolait, mais moi, je leur dis, mais je suis pas bon skieur, venez me rejoindre. Donc, j'ai cherché partout des jeunes, au Canada, en Europe. On n'a pas de neige chez nous, donc il faut que ce soit forcément de la diaspora, des enfants de la diaspora qui viennent dans l'équipe d'Haïti et de représenter Haïti. Il y a un petit jeune qui est arrivé, qui s'appelle Richie, que j'ai rencontré, mais totalement par hasard. Et donc ce petit jeune, incroyablement doué, parce qu'il aime le ski, il a été au championnat du monde à Cortina, il a fini 35e. J'ai été adopté à l'âge de 3 ans. Je suis né à Haïti, à Port-au-Prince. J'ai été adopté par des parents montagnards italiens qui vivent en France. Mon père, qui est guide de haute montagne, il m'a transmis sa passion du ski. Du coup, j'ai commencé à faire du ski dès le mois de décembre, parce que je suis arrivé au mois de décembre 2005. J'ai tout de suite senti que c'était vraiment ma passion. Haïti a toujours été la terre d'où il venait. Il y avait une maman. Sa maman est morte pendant qu'il y avait la transition de l'adoption. Donc voilà, il y avait une maman, on en parlait. Et Haïti n'a jamais été un tabou pour nous. Je me rappelle un peu de la crèche, de ma mère, parce que j'ai quelques photos d'elle. Un peu des odeurs, des souvenirs un peu qui sont ancrés en moi. Richie portait un Haïti dans la maison.
C'est lui qui nous a fait adopter après 2 sœurs, toujours de la même crèche, parce qu'il nous disait « mais il y a tellement d'enfants en Haïti, est-ce qu'on ne pourrait pas en adopter encore 2 ?» Mais pourquoi pas, on réessaye une adoption alors que ce n'était pas du tout dans les plans. C'est Richardson qui nous a amenés à une 2e adoption et 2 filles sont arrivées 5 ans après. On voit vraiment sur certains skieurs, même des grands. Quand Jean-Pierre m'appelle un soir et me dit ah, « je suis le président de la Fédération haïtienne de ski », on était sûr que c'était une farce, parce que c'était pas croyable. Et après, pour Richardson, on a dit « mais la chance qu'il y ait un lien qui se remet, qu'il y a comme un cercle qui va être bouclé. Richie qui va pouvoir participer pour son pays. » Plus de fautes que de piquets. Pour moi, c'était un peu une manière de pouvoir continuer le ski en représentant Haïti, mais j'étais pas conscient à 100%. Et ça a pu vraiment donner aussi une manière de reparler d'Haïti différemment aux 3 enfants. Ils sont fiers de cet Haïti, que tout d'un coup n'est pas un pays qui les a un peu lâchés, mais qu'ils retrouvent et auquel peut-être ils peuvent redonner. Donc c'est assez intéressant, la dynamique. Et le fait d'avoir renoué avec Haïti, de skier avec Haïti, j'ai l'impression de redevenir un vrai Haïtien à 100%. C'est un rêve pour moi. On a donné du rêve. Et puis on a un autre projet, c'est de créer une équipe de bobsleigh pour aller défier les Jamaïcains. Je pense qu'il y a vraiment une belle histoire et une belle aventure humaine à monter là. On va développer le ski de fond, un Haïtien qui devrait rentrer dans l'équipe dans les mois qui viennent et donc qui va pouvoir monter au niveau international. Et puis Céline qui est en ski alpin aussi, qui a des compétences en ski de fond et qui va faire ça. Donc ça c'est l'étape, on va dire, dans les 2-3 années qui viennent. Céline Marty, elle est devenue, elle est née en 79 en Haïti. Elle a eu une survie compliquée. Elle est arrivée grâce à des parents suisses à 9 mois. Et puis là, une nouvelle vie a commencé. Il y a 40 ans, c'était compliqué de parents blancs et une petite fille chocolat, comme on disait. C'était simplement le regard des gens qui ne comprenaient pas la mixité des couleurs. Pourquoi aller chercher un enfant à l'autre bout du monde alors qu'on peut en faire un? J'ai été plus loin dans le sens où j'ai adopté une petite haïtienne. C'était la suite logique. Ma petite fille, maintenant elle a 13 ans, mais elle est arrivée, elle avait 18 mois. Mais voilà, j'ai une fille et c'est mon plus grand bonheur. J'aimerais amener une autre image d'Haïti sur le ski, pouvoir dire que oui, il y a tout un côté un peu plus compliqué avec Haïti, mais que Haïti se relève et se bat pour être un pays fier de soi-même, et qu'il n'y a pas que des catastrophes et qu'il y a aussi des belles choses qui peuvent arriver. C'est pas que des habits de ski, il y a ce drapeau magnifique, c'est mes origines, c'est mes racines en fait. Et c'est tout un peuple que j'ai envie de dire, je vous emmène au ski, j'emmène les Haïtiens au ski. Les autres équipes, elles nous regardent un peu bizarrement en mode « Ah, ils savent faire du ski, eux ». Ils se posent beaucoup de questions sur notre niveau. Une grande partie des grosses équipes vont dire que c'est la première fois qu'ils voient des Haïtiens. Est-ce qu'ils savent skier? Il y a de la neige à Haïti, mais où est-ce qu'ils skient? Mais après, avec le temps, ils ont l'habitude de nous voir et ça se passe bien. J'aimerais que mon histoire puisse inspirer d'autres Haïtiens, si c'est possible, s'ils ont la possibilité de pouvoir connaître ce sport qui est beau. On est dans de super beaux paysages, du coup, si je peux être un modèle et inspirer d'autres enfants, j'aurais tout gagné. Pour Richardson, qui se met sur les skis, qu'il est bon dans le sens qu'il adore, qu'il essaye de faire de son mieux. Et Jean-Pierre Roy, qui fait une fédération haïtienne, les deux qui se rencontrent parce qu'il va un jour sur une piste. Et de fil en aiguille, on arrive au JO. Donc oui, incroyable.
c'est la première fois qu'Haïti sera aux Jeux Olympiques d'hiver. J'aime pas trop le dire parce que ça fait un peu grande gueule, mais en quelque sorte, c'est ça. Du coup, oui, premier Haïtien qui participe aux Jeux Olympiques. C'est juste impensable. Si on m'avait dit quand j'étais petit qu'un jour je pouvais représenter Haïti aux Jeux Olympiques, j'y aurais pas cru. Vous vous êtes vu dans le stade, et puis tout d'un coup, là, vous voyez rentrer Richardson derrière le drapeau haïtien. Vous voulez que je me sente comme ça, je pleure là tout de suite? Ouais, incroyable. Et c'est vrai qu'Haïti, c'est une catastrophe. On a des tremblements de terre, on a des trucs et tout. Mais je voudrais que les gens ils comprennent que si on donne une image positive du pays, on arrivera à s'en sortir. Je suis sûr. L'union fait la force. Mais ça, c'est notre devise. Mais il faut qu'on retrouve l'union. Et là, le ski, il permet de retrouver l'union. Les Jeux Olympiques, il faut retrouver l'union. Si on y arrive, c'est l'union solidaire. C'est l'union humaine. La diaspora, vous êtes tous là, on a besoin de vous. D'accord? Vous êtes là, vous faites vivre le pays, vous envoyez de l'argent. Mais vous vivez au Canada, vous vivez dans le monde entier, aux États-Unis. Mais on a besoin de vous. Le pays a besoin de se construire, tous les sportifs. D'accord, qui veulent représenter Haïti, c'est possible. La diaspora, il faut nous supporter. On a besoin de jeunes. Vous, les Canadiens, j'ai besoin de vous. Venez, venez. Le secret, c'est que j'ai porté Haïti pendant 10 ans. J'ai porté ce ski et cette équipe, ces valeurs. Et en fait, le truc le plus beau du monde, pour tous les athlètes qui viendront derrière, qui seront juste à côté de moi, derrière moi, c'est une grande fierté. Et pour toutes les autres années après. Voilà. Mais c'est un secret. Retour sur le plateau d'Objectif Monde l'Hebdo avec nous Patrick Clastre. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Lausanne et en duplex depuis Montréal. Robert Frozy, journaliste pour Radio-Canada. Robert Frozy, merci d'être avec nous en duplex donc de Montréal. Robert Frozy, à Pékin, au JO, quel a été le résultat de Richardson Viano que l'on voit apparaître dans votre sujet, dans votre reportage ? Alors, dans le premier slalom géant, malheureusement, il a chuté, ou bien d'autres, d'ailleurs, même très grands champions, ont chuté. Et il s'est rattrapé dans la deuxième manche, où il a fini à une honorable 34e position. Écoutez, pour ceux qui connaissent un peu le ski alpin, faire partie de ce Gotha, déjà, c'est quelque chose. Mais là, finir 34e, faut saluer. Il avait fait la 35e position à Cortina d'Ampezzo au championnat du monde. Et là, il doit être pas malheureux. En tout cas, il était pas malheureux. J'ai eu l'occasion de parler à Jean-Pierre et l'équipe était pas malheureuse, oui. Comment avez-vous découvert, Robert Frozy, cette équipe d'Haïti de ski ? Écoutez, j'animais une émission de radio qui s'appelle Culture Physique, puis dans mes recherches, je vois quelque chose, je me dis non, c'est pas possible. La Fédération haïtienne de ski, un gars qui va faire Garmisch-Partenkirchen, qui est une descente mythique dans le slalom géant. Je me dis, il y a quelque chose qui est un peu, je dirais, paradoxal. Alors, j'essaye d'entrer en communication. C'était pas facile. Je réussis à parler à Jean-Pierre Roy, et vous savez comment il est verbomoteur. Et là, il m'explique tout ça. Et donc, il y a 10 ans de cela. Et on est toujours resté en contact jusqu'à ces derniers mois. Il y a à peu près 6 mois de ça. Il y a Thierry Montillet, qui travaille avec lui à la Fédération haïtienne de ski, qui m'appelle et qui me dit, Robert, tu croiras pas ce qui arrive. Je dis, non, qu'est-ce qui vous arrive ? Et dit, on vient de qualifier un skieur pour les Jeux Olympiques. C'est un jeune de 19 ans. C'est fantastique. C'est la première fois qu'Haïti sera donc aux Jeux Olympiques d'hiver. Alors, je me suis arrangé. J'ai convaincu mes patrons qu'on fasse le déplacement en France, à Tignes. On a passé 3 jours avec cette formidable équipe, avec tous ces jeunes, avec les parents qui étaient là aussi. On a eu un accueil formidable. Et surtout, ils ont été d'une générosité incroyable quand ils ont accepté donc de nous livrer leurs différents témoignages. Patrick Clastre,
cette équipe d'Haïti, elle nous montre aussi qu'une équipe nationale, ça a forcément aussi une dimension politique. Tout à fait. Les rencontres sportives internationales n'ont rien à voir avec les rencontres culturelles internationales. On peut penser au grand rassemblement de musique. Personne ne va venir avec son maillot national affronter une autre équipe ou un autre athlète. Le sport crée une rencontre singulière, effectivement, qui est très chargée par les nationalismes. Évidemment, la grande diplomatie des États qui s'est emparée du sport pour faire ce qu'on appelle le soft power, la diplomatie d'influence par le sport. Et c'est à la fois la chance et le drame du sport, c'est qu'on focalise sur ces hiérarchies des nations, sur ces victoires qui sont d'une certaine manière assez virtuelles, qui relèvent juste du monde du sport, et qu'on oublie l'autre dimension, qui est la dimension de rassemblement, d'échange, de partage plus transnational. Les Jeux Olympiques, jusqu'en 1908, les athlètes s'inscrivent à titre individuel au titre de leur club. Et depuis, on a perdu cela, on a des focalisations nationales. Mais on peut imaginer fort bien qu'un jour, d'autres formes de compétition surgissent plus transnationales. Quant à tous ces athlètes qui retrouvent leurs racines, c'est tout à fait formidable. Ça permet aussi de montrer un autre visage des diasporas. Et des diasporas qui peuvent largement contribuer à l'amour-propre national, à reconstruire des pays. C'est ce que souhaitent ces dirigeants du ski haïtien, par exemple. Et c'est ce qui vous a séduit, vous aussi, ce que vous avez trouvé fantastique, Robert Frozy, dans ce reportage. C'est ces gens qui retrouvent finalement une partie de leurs racines à travers le sport et à travers le ski. Et encore plus important, l'idée de donner une autre image d'Haïti. Et ça, je pense que c'était un message qui était assez unanime dans cette petite équipe haïtienne. C'est de dire, Haïti, d'habitude, quand on le montre, c'est la corruption, c'est l'assassinat d'un président, c'est des catastrophes. Et d'un autre côté, on voit cette équipe formée de jeunes et de moins jeunes et qui tout d'un coup disent, nous, on voudrait donner une autre image d'Haïti. Oui, c'est bien que la diaspora envoie de l'argent. Oui, c'est bien qu'on se soutienne quand il arrive des catastrophes. Mais au-delà de ça, on veut montrer que c'est possible. On veut montrer qu'à travers le sport, on peut effectivement gravir des montagnes, comme dit Jean-Pierre Roy. Oui, c'est une histoire qui était particulièrement touchante, mais aussi très inspirante. Alors, pour participer à ces grandes compétitions internationales, il faut de l'argent. Comment ces skieurs haïtiens financent-ils leur voyage, l'achat de matériel ? Alors au début, c'était un peu, comme on dit chez nous, à la va comme je te pousse, c'est-à-dire un peu à la débrouille de trouver. Mais il faut dire que quand Jean-Pierre est arrivé sur le circuit comme ça, bizarrement, il a tout de suite été adopté par des grands champions. On le voit avec Lindsey Vonn, la championne du monde. Et petit à petit, de bouche à oreille, il y a eu des gens qui ont fait des gestes, qui ont commencé à leur passer des skis. Ensuite, ils ont eu droit avec la Fédération internationale de ski à une partie que redonne la Fédération internationale sur le droit d'image, par exemple, à certains pays. Et petit à petit, ils sont, monter une espèce de trésorerie. Aujourd'hui, c'est pas l'équipe autrichienne, c'est pas l'équipe de France, c'est pas l'équipe italienne, mais tout de même, ils arrivent à recruter. Ils font des appels donc un peu partout dans le monde pour recruter des jeunes. Il y en a un, paraît-il, qui s'en vient très très bon en ski acrobatique. Donc Richardson risque de revenir sans doute aux prochains Jeux Olympiques. Donc ils arrivent maintenant à consolider un petit peu leur trésorerie. C'est pas encore évidemment dans les grandes nations. Ce que nous dit ce reportage, Patrick Clastres, c'est aussi que ces sportifs de la diaspora, finalement, ils font le trait d'union entre plusieurs pays. Est-ce que ça, c'est suffisamment mis en avant ? Ça fait partie des très grandes histoires du sport qui ne sont pas suffisamment valorisées par les dirigeants sportifs et les dirigeants internationaux, alors que c'est un moyen d'action formidable en direction des publics. Ça participe aussi de ce village-monde qu'est le sport international et qui a trop longtemps été focalisé sur les rencontres et les chocs. Or, il y a des rapprochements possibles, il y a des retrouvailles possibles par le sport. C'est cette formidable histoire qui le démontre. Ça pose la question aussi de la nationalité des athlètes.
On peut changer de nationalité. Mais ça a beaucoup changé ces 20 dernières années. D'ailleurs, c'est d'une fédération à l'autre, c'est pas forcément la même chose. Les règlements, effectivement, changent d'une fédération internationale à l'autre. C'est extrêmement compliqué. Le CIO suit les règlements des fédérations internationales. Il y a des achats d'athlètes, évidemment. Les pays les plus riches du monde achètent et recrutent des nationaux issus de pays plus pauvres et ils les nationalisent. Bref, il y a tout un marché international. Mais au-delà de cela, il y a aussi ces formes de diaspora qui permettent de balayer en quelque sorte le monde du 19e siècle et de le faire entrer de plein pied dans le nouveau monde qui s'ouvre devant nous, plus transnational. Ce concept de sport national, d'équipe nationale, il a de l'avenir, selon vous? Ce concept, il est toujours un moteur, je dirais, pour les pays qui sont les plus virilistes et qui sont des pays souvent gagnés par des régimes dictatoriaux. Pour les autres, ils sont en train de glisser vers d'autres formes de société et de rencontres beaucoup plus partagées, beaucoup plus mixées au point de vue du genre, des origines. On va sûrement vers de nouveaux formats de compétition. Le CIO l'a d'ailleurs compris avec des équipes de couleur aux Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est-à-dire des équipes mixtes au plan national. On va aller effectivement vers ce genre. On a déjà des compétitions mixtes hommes-femmes en relais, athlétisme, natation. On l'a vu au sport d'hiver aussi. Donc on a de nouveaux schémas culturels qui sont en train de régir le sport international. Mais assurément, il y a cette dimension du maillot et du drapeau national qui va encore garder son rang dans ce jeu-là. Robert Frozy, comment cette équipe elle est perçue en Haïti? Quel accueil elle a reçu en Haïti? Écoutez, que les quotidiens, les radios, il y a même un de mes confrères qui a rencontré le président du comité olympique haïtien, qui avait vu d'ailleurs notre reportage et qui nous a félicités et qui disait que ça avait reçu, parce qu'ils l'ont reçu là-bas, ça a reçu un accueil extraordinaire. Je peux vous dire que dans la diaspora, qui est énorme et qui est très importante ici au Canada et particulièrement à Montréal, eh bien ça a été, écoutez, ils découvraient en fait l'existence de cette équipe haïtienne de ski et je vous dirai pas combien de courriels, de centaines de courriels, de réactions sur les réseaux sociaux, tout le monde se partageait et il y avait, on sentait derrière tout ça une espèce de énorme fierté de se dire waouh. Enfin, on dit quelque chose de positif sur notre pays qui est tellement pointé du doigt pour les mauvaises raisons d'habitude. Patrick Lastre, vous nous avez dit que le sport il est souvent utilisé d'un point de vue viriliste par les régimes dictatoriaux ou autoritaires en tout cas. Et justement, ça nous amène à parler des Jeux qui se sont terminés à Pékin. Le CIO, le Comité international olympique, est très critiqué pour avoir organisé ces Jeux olympiques. Déjà, les Jeux olympiques d'été en 2008 et puis ceux d'hiver, là, il y a quelques semaines. Ça nous renvoie aussi à l'idée des Jeux olympiques qui avaient été organisés à Berlin en 1936. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le CIO avait le choix finalement ou est-ce que c'était un mauvais choix? Pour Berlin 36, le CIO avait choisi la République de Weimar, c'est-à-dire une démocratie en 31. Puis Hitler arrive au pouvoir 2 ans après. Ils ont choisi de maintenir les Jeux puisqu'il y avait quand même des appels au boycott et à les déplacer. Et là, les circonstances sont tout à fait différentes. Le choix de 2001 pour Pékin 2008, le choix pour Beijing à nouveau là pour 2022, ce sont des choix qui sont faits en connaissance de cause par le CIO, qui sait très bien quel est le type de régime politique qui sévit en Chine. En même temps, le CIO est dans une logique d'olympisation du monde. Il y a 2 pays qui ont toujours menacé de faire sécession. C'est la Russie soviétique qui avait créé ses Spartakiades contre les JO et la Chine qui avait créé les Jeux du tiers-monde, les Ganefo, avec l'Indonésie contre le CIO. Donc le CIO a cette logique-là d'olympisation, d'arrimer ces grandes nations coûte que coûte, en quelque sorte. Il ne lui reste plus qu'à conquérir l'Inde et c'est probablement le projet pour 2036. Et voilà, c'est une impasse dans laquelle le CIO s'est trouvé quand même. Il y a eu Pékin 2 fois, entre-temps Sochi. C'est dramatique pour le CIO, ça ternit son image, ça le renvoie du côté des régimes effectivement illibéraux ou autoritaires. Mais il est en train de s'ouvrir un nouveau boulevard démocratique avec le choix de Paris 2024, Los Angeles 2028, Brisbane 2032, il y aura Milan-Cortina. Le but du CIO, c'est effectivement d'éloigner le spectre de cette alliance contre nature ou naturelle, pour certains, que le CIO a pu nouer avec ces régimes. Robert Frozy, vous qui avez couvert ces JO de Pékin, oui. Avez-vous trouvé qu'ils avaient une saveur très particulière?
Le CIO nous avait dit en 2008, moi je suis allé en 2008, j'ai pu me promener partout dans la ville, on nous avait dit on leur octroie, et je me souviens très bien les phrases qui avaient été dites, on leur octroie parce qu'il faut que ce pays s'ouvre sur le monde et on veut que le CIO contribue à cette ouverture sur le monde. Force est de constater que, on se retrouve plus de 10 ans plus tard avec un pays qui n'a pas véritablement changé quant à ses rapports avec sa population, avec les droits humains. Et tout cela, le CIO le savait. Et je rajouterais peut-être la dimension, l'olympisme et l'olympisation, en fait, comme disait Patrick, est juste. Il ne faut pas oublier aussi l'aspect monétaire, l'aspect économique. Quand vous avez le géant de Alibaba chinois qui signe un contrat d'1 milliard de dollars jusqu'en 2028 avec le CIO pour être partenaire privilégié, qui signe un contrat d'1 milliard de dollars jusqu'en 2028 avec le CIO pour être partenaire privilégié, des fois, ceci explique aussi cela. Il y a aussi cette dimension les plus chères du monde à un pays qui était xénophobe, autoritaire comme la Russie, avec plus de 50 milliards de dollars, les jeux les plus riches de l'histoire. Merci Robert Frozy, merci Patrick Lastre d'avoir participé à Objectif Monde, l'hebdo. Merci à vous. Voilà, vous pourrez retrouver cette émission sur le site internet de la RTS et de TV5 Monde, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la plateforme TV5 Monde Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Objectif Monde, l'hebdo.